Merci beaucoup, Cissé. En fait, il faut dire que j'ai pris service à Saint-Louis le 25 avril 2015. Et depuis ma prise de service, on a eu à initier un certain nombre de travaux de diagnostic. De diagnostic, à savoir effectivement dans quelles conditions nous avons trouvé l'hôpital, à quel niveau est à l'hôpital et quels sont les véritables problèmes de l'hôpital et ensemble comment réfléchir pour trouver des solutions par rapport à cela. Par rapport à ces problèmes, il faut dire qu'il y avait effectivement un problème d'endettement qui était là, mais également il y avait un problème de vétusté de l'infrastructure. Il y avait aussi des questions de rupture de consommables, de réactifs, de médicaments, tout ça au niveau de l'hôpital, des arriérés de primes, d'indemnités, de motivation, des retards de paiement de salaire. Il y avait une tension de trésorerie qui était là, que tout le monde connaissait. De l'autre côté, il y avait l'instabilité sur le plan social. C'est-à-dire qu'il y avait des revendications syndicales, il y avait des réclamations syndicales, il y avait un climat social vraiment qui ne se prêtait pas à un développement. Donc il fallait faire la somme de tous ces ensembles et voir comment solutionner cela. Mais à côté de ces deux aspects, il y avait un aspect fondamental que le plus souvent les gens ignorent, c'est l'aspect soin, c'est-à-dire la prise en charge de qualité des populations qui effectivement fréquentent l'hôpital de Saint-Louis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener des spécialistes, il faut amener des professeurs, il faut leur donner les moyens pour effectivement prendre en charge la population. Donc je disais que cet ensemble a fait qu'on a réfléchi. Et ce qui a abouti, si vous vous rappelez, aux journées de réflexion que l'hôpital a organisées au mois d'octobre 2015, qui avait vu la participation de plus de 256 personnes, avec tout le cabinet du ministère de la Santé, avec la présence effective de Madame le ministre pour 2 jours ici à Saint-Louis. Et ces journées ont abouti à des recommandations et à l'élaboration d'un plan de redressement. Et ces recommandations ont été paraphées et signées par l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire la direction, les organisations syndicales, le conseil d'administration, le cabinet du ministre. Et les documents ont été partagés partout, même à la présidence. Aujourd'hui, il convient effectivement de respecter ces recommandations et de les dérouler. Mais l'hôpital traversait effectivement des difficultés. Lorsqu'on prenait effectivement le règne au niveau de cet hôpital, je vous disais que même la buanderie était fermée. Les bonnes femmes faisaient le linge à la main. La stérilisation pour pouvoir opérer se faisait à Louga. Donc on affrétait, on prenait effectivement une ambulance où on mettait un agent plus des tambours pour aller stériliser à Louga, parfois même à Richard-Toll. Pour aujourd'hui, le linge ne se fait plus à la main. C'est devenu une vieille histoire. On a une machine à laver d'une grande capacité qui nous permet d'assurer notre linge. Mais également, pour stériliser, on ne va plus à Louga ni à Richard-Toll, on stérilise ici à Saint-Louis, dans l'hôpital, pour une capacité aujourd'hui qui est à 150 litres, mais un autre autoclave est en train d'être installé. On peut même aller là-bas et le visiter, qui a une capacité de près de 350 litres. Donc ça va nous amener à une capacité de 500 jusqu'à 600 litres. Au niveau du laboratoire, je crois qu'on ne parle plus de rupture de réactifs. Les réactifs sont présents, donc les consommables sont présents. Mais au-delà de ça, il y a aujourd'hui 2 automates qu'on a installés. Et donc incessamment, des analyses qui vont dans le sens des hormones et de la biochimie seront faites au niveau de l'hôpital sans pour autant avoir recours aux autres structures environnantes. Ça également, je crois que c'est des progrès. Vous allez à la réanimation, on a réinstallé les bouches d'oxygène et les débitmètres qui faisaient défaut depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on les réhabilité.
Les lits ont été couverts, ont eu des matelas où c'est tout neuf. Et toujours au niveau de la réanimation, on a eu à mettre en place 3 respirateurs de réanimation. 2 au niveau de la réa et 1 au niveau des urgences. Et ceci nous permet aujourd'hui de prendre en charge les véritables urgences. Parce qu'il faut signaler qu'il n'y a même pas une semaine, on a thrombolisé 2 patients ici, c'est-à-dire des crises cardiaques qui ont été prises en charge, sauvées au niveau de l'hôpital de Saint-Louis par le professeur Adama Kane et l'équipe de la réanimation et des urgences. Je crois que ça, c'est des acquis fondamentaux. Mais également, au niveau de ce service de cardiologie, on a eu à expérimenter 2 pacemakers ici, c'est-à-dire le montage de piles cardiaques. On l'a fait et ça a réussi au niveau de Saint-Louis. Donc, c'est des progrès à signaler. Mais sur le plan petit matériel, je ne vais pas revenir, mais les électrocardiogrammes et tout, on en a acheté, on a mis ça à la disposition des travailleurs. Sur le plan aménagement d'espace, sur fonds propres, parce que je vais revenir sur ce que le ministère nous a donné, mais sur fonds propres, vous avez remarqué à l'entrée qu'il y a des travaux qui sont en train d'être faits et ces travaux se poursuivront jusqu'à terme parce qu'on veut mettre les patients dans des conditions acceptables. Je ne dirais pas dans d'excellentes conditions, mais dans des conditions acceptables qui feront qu'effectivement un patient qui rentre à l'hôpital, il ne sera plus là à faire une queue interminable, il ne sera plus là debout, mais il sera assis devant des écrans de télévision qui vont mettre les numéros et les noms. Qu'il peut mettre à la disposition de l'hôpital pour disposer de ce logiciel. Donc, ça le permettra à la seconde près d'avoir les mêmes informations financières que le directeur. C'est pour une transparence. Et aujourd'hui, je crois qu'on l'a installé dans certains services. Et on a commandé 48 ordinateurs qui vont arriver incessamment. Et ces 48 ordinateurs seront destinés aux chefs de service et majors de service. Et chez ces chefs de service, ils peuvent disposer de ce logiciel de facturation. On a augmenté les tarifs, c'est pourquoi? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que s'il s'agissait d'augmenter des tarifs, tout simplement, on n'aurait pas payé des motivations. C'est parce qu'une réflexion a été menée, des stratégies ont été développées, de telle sorte qu'aujourd'hui, on parvient à payer régulièrement. Et quand j'arrivais, c'était 12 mois d'arriérés de primes de responsabilité. C'était 3 mois d'arriérés de primes de motivation, etc., etc. C'était des salaires qui venaient au-delà du 5 ou le 8. Mais Dieu merci, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a aucun travailleur de l'hôpital qui dira que l'hôpital nous doit ça. Au contraire, même les motivations ont connu une augmentation substantielle. De retrouver la confiance, surtout la confiance des institutions financières de la place. Voilà. Je crois que quand même des efforts ont été faits à ce niveau. Le texte, et actuellement je suis en train de rire, ça m'a fait rire. Parce que je me dis, mais écoutez, il ne faut pas qu'il me mette en mal avec ma famille, ni avec ma femme. Parce que si elle entend que je distribue des billets de banque ici, et alors que de l'autre côté ils n'en ont pas, ça devient un autre problème, ma famille va se lever. Bon, écoutez, ça c'est, je crois que on doit dépasser ces types de débats. C'est des débats de basse ceinture. Je n'aime pas m'avancer sur ça. Moi, je suis un petit fonctionnaire sénégalais, je n'ai pas d'argent. Mais, quand même, si je viens dans une salle de garde, je vois mes vaillantes sages-femmes qui se battent, qui ne sont pas assises parce qu'il y avait des accouchements à n'en plus finir. Je peux leur acheter de quoi manger. Ça, je le fais. Et ce n'est pas ici que je l'ai commencé. Quiconque connaît Ousmane Gueye, j'ai fait 10 ans à l'hôpital de Kaolack. Je n'ai jamais perçu les visites contre visites. Vous appelez à l'hôpital de Kaolack, ils vont te le dire. Peut-être que je suis généreux, je n'ai rien du tout, mais je partage. Vous venez me dire que directeur, depuis que vous êtes venu, vraiment les repas se sont améliorés. Nous sommes contents, nous sommes satisfaits. Et vous allez à la cuisine, ils vont vous dire exactement la même chose. Parce qu'il n'y a jamais eu, depuis que je suis là, il n'y a jamais eu de rupture de condiments. Il n'y a pas eu de rupture de denrées alimentaires. Alhamdulillah. Hein? On se porte bien. Et récemment, avant-hier, on a eu un nouveau personnel, une restauratrice a été affectée ici, à l'hôpital de Saint-Louis. Dieu merci, je pense que
quand même, c'est pas ça. C'est normal, quand on est en situation de conflit, il ne devrait même pas avoir de conflit. Quand on est en situation d'incompréhension, c'est normal qu'on sorte de certains propos, mais ce n'est pas digne de responsable. J'aime trop me vanter de dire que je respecte la législation. Je suis comme ça. Je respecte les lois et règlements. Et comme je sais que je suis dans un milieu très syndicalisé, je ne vais pas me permettre certaines choses. Parce que je n'aimerais pas que demain, devant les autorités, que je baisse la tête. C'est la raison pour laquelle je me suis garanti, je me suis entouré de toutes les garanties, effectivement, pour mettre en place cette nomination. Cette nomination répond à la loi de 1998 qui dit qu'il est créé un service des soins infirmiers dans un établissement public et ce service des soins infirmiers est sous la responsabilité d'un chef de service qui est nommé par le directeur. Point final. Cette loi ne dit pas, c'est l'article 32 de la loi de 1998-08. Cette loi ne dit pas il faut être grand, il faut être petit, il faut être noir, il faut être blanc. Il n'a pas dit ça. Il a dit il faut être technicien supérieur en santé, ou bien être cadre infirmier, ou être titulaire d'une maîtrise en sciences infirmières. Mieux, on a pris ce qu'on appelle le manuel d'organisation générale des hôpitaux, élaboré et validé en mars 2002, qui dit pour être chef de service des soins infirmiers, il faut être technicien supérieur en santé, option enseignement, administration. Dans tout l'hôpital, il n'y a qu'un seul agent qui a ce diplôme. Personne d'autre n'a ce diplôme. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez avoir votre licence en aviation, vous pouvez avoir votre licence en conducteur de jeu, quoi, mais ça ne veut pas dire que vous êtes plus intelligent que les autres, ou bien vous avez le profil. C'est ça la question fondamentale. Permettez-moi de vous dire, contrairement à ce qu'ils font courir, cette dame totalise 28 années d'expérience. 28 ans, elle est dans le secteur de la santé. 28 ans d'expérience. Et également, elle a été maîtresse sage-femme ici, surveillant de service pendant 8 années. Elle est sage-femme d'état de formation. Ensuite, retournée à l'école pour faire admis au concours de technicien option enseignement administration. Tout le monde sait la difficulté de ce concours, surtout cette option. Et l'autre candidat, je ne voulais même pas en parler, mais c'est un technicien supérieur en biologie qui a fait le concours direct. Donc, aucune formation de base en soins infs. Je vous dis, cette nomination ne souffre d'aucune irrégularité. Je crois que c'est facile d'être là et énumérer les indemnités des uns et des autres. Je peux bel et bien entrer dans le détail des indemnités de ceux qui ont parlé d'indemnités et qui perçoivent des indemnités que le reste du personnel ne perçoit pas. Mais je ne rentre pas dans ce débat. Je dis que c'est un débat de bas ceinture, c'est un débat de bas niveau, je ne vais pas le faire. Moi, quand je suis arrivé, j'ai posé un certain nombre, je ne dirais pas de conditions, mais un certain nombre de règles. Aujourd'hui, un établissement public niveau 1, je dis, le directeur est mieux loti que le directeur de l'hôpital de Saint-Louis. Je vous dis, hein, et je mesure bien mes mots, et je les pèse bien. Un établissement public de santé niveau 1 est mieux loti que le directeur de l'établissement public de santé niveau 2 qui tend vers le niveau 3 qui est Saint-Louis. Et un directeur ne peut pas augmenter ses primes. C'est le conseil d'administration qui donne les primes. C'est le conseil d'administration. Et le conseil d'administration est fort de 12 membres, dont un représentant du ministère de la Santé, un représentant des Finances, un contrôleur d'État qui représente la présidence, la mairie, les personnalités qualifiées, le président de la commission médicale, le représentant du personnel. Donc un directeur ne fait que proposer. Et c'est le conseil qui octroie. Et le conseil m'a octroyé. Et le conseil, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné au directeur de l'hôpital de Saint-Louis une indemnité de responsabilité que le directeur n'avait pas. Il n'avait qu'une indemnité de fonction qui était de 310 000. Il n'avait pas d'indemnité de responsabilité. C'est cette indemnité de responsabilité
qu'on a mis 290 000. Et le total vous fait 600 000. Et les gens crient sur ça. Alors que moi, je crois qu'aujourd'hui, je mérite plus que 600 000. Peut-être qu'eux, ils pensent que 600 000, c'est extraordinaire. Mais je crois que moi, si ce n'était pas cette note de citoyenneté qui était en moi, si ce n'était pas vraiment cette volonté de travailler, je peux avoir plus de 600 000 ailleurs. Je suis docteur en médecine. Je suis titulaire d'un DU en diabétologie pratique. Je suis titulaire d'un DS en communication institutionnelle. Je suis titulaire d'un DS en économie de la santé. Et je suis auditeur aujourd'hui en finances publiques. Je ne me vante pas, mais je crois que j'ai l'expérience que je peux monnayer au-delà de 600 000 francs. Permettez-moi quand même de parler un peu des réalisations en cours, et ou bien qui sont déjà faites, et ou bien des réalisations en cours. Parce que le ministère de la Santé nous a accompagnés dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'un montant de 844 millions. Et ces 844 millions sont répartis dans différents secteurs au niveau de l'hôpital. Les secteurs, c'est le secteur de l'équipement médical qui va prendre 500 millions. Et ça, on a fait le travail avec l'ensemble des chefs de service qui ont émis leur expression de besoin, qui a été validé ensemble, envoyé au niveau de la DIEM, c'est-à-dire la direction de l'infrastructure et de l'équipement médical, validé, les spécifications techniques faites, ils nous l'ont renvoyé, les observations faites, le cahier élaboré, on va lancer et le journal officiel Soleil va le publier pour un montant de 500 millions. Mais également, l'ARD aujourd'hui est sur le terrain, ici, à l'hôpital. On travaille pour la réhabilitation de tout l'hôpital. Vous voyez, les bâtiments sont vieux, sont vétus, on s'assointe un peu partout, surtout pendant l'hivernage. Et donc, par conséquent, on a mis 204 millions pour cela. OK. Et c'est toujours dans ce cadre de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, parce qu'ils veulent faire l'amalgame. L'hôpital n'a rien acheté. C'est ce contrat qui a acheté 2 véhicules d'un montant de, c'est pas 44 millions, c'est 45 millions. Je rétablis la vérité. C'est 45 millions. C'est ce contrat d'objectifs pluriannuel, d'objectifs et de moyens qui a acheté ces 2 véhicules. Parce qu'un hôpital comme Saint-Louis, qui reste pendant 10 ans sans véhicule de liaison, sans véhicule administratif, quand on a besoin d'amener des courriers, on loue le allotaxi. Quand le directeur a besoin de bouger, il loue un taxi. Moi, en venant ici, j'ai amené le véhicule de chez moi que j'ai mis à la disposition de l'hôpital pendant 6 mois, sans aucun franc de l'hôpital. Et ils veulent que je continue comme ça. C'est pas normal. Et ils parlent de véhicules de luxe. C'est bien. J'aimerais mettre mon personnel dans le luxe. C'est mon souhait. Il faut que mon personnel soit dans le luxe. Et demain, quand je quitterai, le directeur qui va me remplacer, il sera dans le luxe. Ça sera une très bonne chose.